Après avoir été membre de la Fédération de l'Afrique occidentale française jusqu'en 1958 et fait partie de l'éphémère Fédération du Mali depuis quelques mois, le Mali, connu sous le nom de Soudan français, proclame son indépendance le 22 septembre 1960. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, regroupant le Sénégal et la République soudanaise, les premiers 31 ans de l'indépendance sont marqués par les régimes au parti unique de Modibo Keïta de 1960 à 1968, puis du dictateur Moussa Traoré de 1968 à 1991. Mais bien avant cela, rappelons que la population soudanaise était constituée de différentes ethnies, dont les principales sont les Bambara, les Bobo, les Bozo, les Dogons, les Kassonké, les Malinké, les Peuls, les Soraï, les Soninké ou Sarakolé, les Touaregs, les Toucouleurs, les Sénoufo et les Mianka. En parlant de Mianga ou de Miangala, nous allons forcément parler de la région de Sikasso, et qui dit Sikasso dit Koutiala. Koutiala est une ville et commune malienne de la région de Sikasso, essentiellement composée de Mianga, située à 140 km au nord de Sikasso. Elle est la troisième ville la plus peuplée du Mali et cette ville compte bien une histoire avant l'indépendance du Mali. Lors des missions de l'équipe de Pinel TV, nous avons voulu en savoir plus sur la ville de Koutiala avant l'indépendance. Maki Madanital ayant servi à la municipalité et premier adjoint du maire enseignant à la retraite, a bien voulu répondre à nos questions sur cette époque. Je m'appelle Maki Madanital, enseignant à la retraite. Et après cette retraite, j'ai commis des fonctions municipales, notamment à Koutiala, comme premier adjoint au maire. Pour parler de Koutiala précolonial, comme on le dit, les écrits ne sont pas tellement riches et il a fallu la présence française et quelque part au Mali une présence arabe pour qu'on puisse appréhender un peu l'histoire de notre pays. Bon, pour ce qui concerne Koutiala, à travers tous les documents que j'ai eus en ma possession, les colons sont rentrés à Koutiala, évidemment après des combats. Ils sont rentrés d'une manière presque définitive à partir de 1908, selon les documents que j'ai eus à ma possession durant mes fonctions municipales. Et ça n'a pas été de tout repos. Et nous connaissons l'histoire de ce pays. Archinard l'a dit, on ne rentre jamais au Soudan sans combattre. Donc Koutiala ne fait pas exception. Dans le Miangala a combattu ardument pour s'opposer à l'occupation coloniale. Les rapports de force étant inégaux, alors vous comprenez le reste. Nous avons été vaincus, comme le disait le général de Gaulle, après la défaite de la France en 1940, nous avons été la victime de la force mécanique. Les fusils Kentela, les fusils artisanaux, le fusil artisanal contre le fusil Lebel, c'était une marque française. Alors comme on aime à le dire, il n'y a pas match. Bon, c'est ainsi que péniblement, le Miangala a été soumis. Pas d'emblée. Il y a eu de la résistance dans tout le Miangala. Et je pourrais même ajouter que jusqu'à la révolte des Boubous en 1916, ils sont venus demander des aides à Koutiala. Les Miangala les ont suivis. Ce qui veut dire donc que malheureusement nous traversons une période qui est assez difficile pour ce pays. Et quelque part, les gens ont pensé qu'on a été pris comme des poulets. Ça n'a pas été le cas. J'ai cité tout à l'heure Archinard. On ne rentre pas dans ce pays sans combat. Bon, c'était quelque chose de nouveau pour nous. Et la scolarisation, je ne pourrais pas vous dire la date exacte de l'ouverture de la première école. Mais en tout cas, très tôt, des jeunes Mianka du public des Koutialais ont été alphabétisés. Et vous avez des écoles qui existent il y a presque 80 ans. Hein. Je peux prendre comme exemple l'école de Mbessoba où j'ai eu à fonctionner.
Et je crois savoir que cette école a été créée en 1944. C'est la date de ma naissance. Donc petit à petit, le Miangala a été scolarisé. Et à Koutiala ici, toutes les directions étaient assumées. Toute la direction plutôt était assumée par le Toubab. Je me rappelle encore de Paul Mio, qui était un Toubab. Et avant lui, certains sont venus, j'ai retenu leur nom, mais sans les avoir jamais vus. Vous avez Dubrino, vous avez Combel, qui a fait toute une série de livres là, sur le matin d'Afrique. Et j'ai connu personnellement Paul Mio, au moment où on m'a scolarisé en 50. Il y a Paul Mio ici, après Paul Mio, Robert Schlecher, tous français. Après Schlecher, avec la loi cadre qui autorisait, qui enfin, à ce que les Africains aient des fonctions un peu plus nobles. Alors je crois qu'après la loi cadre, il y a eu des directeurs africains. Et je peux même citer le nom de mon père Hassim Tal, qui a été nommé à ce moment directeur d'école. Et je crois qu'il est le premier directeur africain à être nommé par l'administration coloniale à Koutiala. Bon, je le disais tantôt, on est allé à l'école assez tôt. Et je ne pourrais pas citer de mémoire tous ceux qui ont fréquenté à Koutiala. Ils sont plusieurs centaines. Et l'un des plus illustres d'entre eux est Ibrahim Boubacar Keïta, qui nous a quittés. La paix soit pour lui. Il a été scolarisé à Koutiala et j'ai fréquenté avec lui. On a été recrutés la même année, de la première année jusqu'au départ du lycée pour Ibrahim. Et moi, on m'a orienté au collège d'enseignement général de Sam. Évidemment, dans un premier temps, il y a eu de la résistance quand même, parce que les populations ne savaient pas à quoi rimait l'école française. Et vous avez certainement appris de part et d'autre que certains allaient jusqu'à consulter les fétichistes ou les marabouts pour que l'enfant échoue dans ses études primaires. Cela s'est produit un peu partout dans notre pays, et notamment à Koutiala. Et malgré tout ça, certains ont percé. On a connu, je le disais tantôt, beaucoup de ministres qui sont de Koutiala. Avec l'avènement des militaires en 68, vous avez Amadou Baba Diarra qui a étudié ici. Vous avez Karim Dembélé, tous membres du comité militaire. Et parmi les ministres, il y en a beaucoup. Et notamment, j'ai eu un jeune frère qui est décédé, paix à son âme, Elhadji Oumar Tall, qui fut ministre de l'élevage et des ressources naturelles. Il est décédé récemment. Et beaucoup d'autres, beaucoup de cadres. Et même à Bamako, vous trouverez beaucoup de cadres, les gens ne le savent pas, qui sont de Koutiala. Beaucoup de cadres, et sur le plan féminin et sur le plan masculin. Beaucoup. Le souci premier, c'était de nous acculturer. Et on a tous écrit dans nos cahiers d'écoliers, nos ancêtres étaient les Gaulois. On l'a écrit dans nos cahiers. Bon, pour qui connaît le Gaulois, c'est les premiers Français. Une longue barbe et des moustaches. Alors ils étaient tout blancs et nous tout noirs, mais quand même on écrivait dans les livres d'histoire qu'on a utilisés à l'époque, nos ancêtres étaient les Gaulois. Cela était une réalité. Bon, ça voulait dire quoi? Nous acculturer et faire croire que, eh bien, il y a un président que je n'aimerais pas citer, parce que son nom ne mérite pas d'être cité. C'est le chef d'État français qui disait que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. C'est une ignorance totale de l'histoire africaine. Tout le monde, dans le monde entier, sait ce qu'a été la civilisation égyptienne. Les Égyptiens n'étaient pas des Blancs, c'était des Noirs. Et pour ceux qui auront essayé de savoir ce que le meilleur spécialiste, le meilleur égyptologue aujourd'hui, jusqu'à ce jour, je crois que c'est les Sénégalais et Cheikh Anta Diop, un égyptologue de première classe. Il a démontré par A que l'histoire a commencé en Afrique et que ce soit dans les domaines mathématiques, de la géométrie, etc., tout est parti de l'Afrique. Et les ethnologues, les savants, etc.,
sont d'accord sur un point. L'homme est né en Afrique. Le premier humain est africain. La première créature humaine est venue d'Afrique. Cela est indéniable, nul ne peut le nier. Il fut un temps, personne n'osait le dire. Mais maintenant, eux-mêmes savent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Bon, ce que beaucoup de personnes comme moi, de ma génération, savent que d'abord, au niveau de l'école primaire, on avait scindé les sexes. Aujourd'hui, on parle de genre. Il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Et durant toute l'année scolaire, pour ce que je sais à Koutiala ici, personne n'osait franchir cette ligne rouge qui séparait, dans la même cour, qui séparait l'école des filles et l'école des garçons. Au niveau de l'école des filles, c'était des enseignantes. Au niveau de l'école des garçons, c'était des enseignants. Paix à leur âme, aucun d'eux ne vit aujourd'hui. Il fut nommé de fin 40 jusqu'aux approches des indépendances. Et la seule occasion où il y avait mixité, la seule occasion où on osait aller à l'école des filles, c'est qu'à l'approche des vacances, il y avait on demandait aux filles de faire la cuisine, les plats traditionnels, le jamais, le riz sénégalais comme on le dit, le taux, le couscous, etc., etc. Et c'est à cette seule occasion que nous, les élèves de l'école des garçons, on traversait cette ligne rouge qui est toujours là. Mais cette traversée a été autorisée parce qu'on devait rejoindre les filles et ensemble on mangeait. C'était presque le dernier repas avant la fermeture des écoles. Et le lendemain, je pense bien, c'était le 14 juillet, fête française. Donc on allait sur la place publique avec nos petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Vive la France, vive la France. Avant qu'on note pour d'autres couleurs que nous avons aujourd'hui, le drapeau malien. Mais bon, d'abord, nous assistons aujourd'hui à la débandade de l'éducation nationale. Avant, ce n'était pas comme ça. Le respect était mutuel entre l'élève et son maître, entre les élèves eux-mêmes. Ces bizarreries et autres mauvais caractères qu'on voit aujourd'hui dans nos écoles, eh bien cela n'existait pas. Et comme on aimait à le dire à l'époque, Ambanga Metro Kassadon. À 1000 km, on sentait son odeur. Ça veut dire quoi? C'était la terreur. Où ça passe, où ça casse. Et les gens le disent d'ailleurs. Le certifié de l'époque est égal au bachelier d'aujourd'hui. Parce que les cours étaient complets. On ne cachait rien. Et il fallait savoir les leçons de grammaire, les leçons d'élocution. On était journaliste avant l'heure. Parce qu'on demandait de nous promener au marché ou bien en ville. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous écrivez ça dans vos cahiers. Et au jour J, les leçons d'élocution. Excusez. Alors chacun était tenu. Alors au jour J, chacun était tenu de... Alors au jour J, chacun avait été tenu de venir lire son journal. Voilà ce que j'ai vu au marché. Il y avait ceci ou cela, etc. Ou bien ma mère en train de préparer le taux ou bien le nid. Elle a fait ça, c'était déjà un grand pas vers l'apprentissage du français. Et les mots qu'on ne connaissait pas, le maître l'expliquait, l'écrivait au tableau. Et je vais même un exemple qui vous fera peut-être sourire. Le pluriel des noms se termine par O. Tous les noms se terminent par O. Prennent un S à leur pluriel, sauf 7. Bijou, Kayouchou, Genou, Ibou, Jojopou. Bijou, Kayouchou, Genou, Ibou, Jojopou. On le registrait, on chantait, on tapait sur la table. C'était de la musique. Et lors de mes fonctions d'adjoint au maire, j'ai accompagné M. le maire de Koutiala. À Alençon, c'est la ville qui est jumelée à Koutiala. Alors dans une école d'Alençon, j'ai eu à raconter cette scène. Et quand je leur ai dit que
On retenait la leçon en chantant Bijou, Caillou, Chou. Alors ils rigolaient. Ça les étonnait. Et tous les autres noms qui se terminent en O mettaient un S. Mais ces 7 noms, X. Alors il y avait beaucoup de règles comme ça qu'on apprenait et qu'il fallait savoir. Sinon, aujourd'hui le châtiment corporel est interdit. Mais avant, il y a des hautes personnalités qui ont osé dire qu'à l'école ils n'ont jamais été giflés. Eh bien, ces personnalités qui ont très souvent parlé à la télévision malienne, et bien moi j'apporte le démenti. Ils ont été pris par 4. Et même moi, constamment, on me prenait par 4. Parce que c'est ça. Par 4, il y a 4 gaillards que vous prenez par les bras et par les jambes. Et les maîtres, vous tapez pas méchamment, pas d'une manière féroce, non. Mais en tout cas, ça cognait. Et la faute commise, on ne la répétait plus. Après les indépendances, on a eu une autre vision de l'éducation nationale. Et je crois que c'est en 1962 qu'il y a eu la réforme de l'enseignement, où enfin on a vu dans la même classe filles et garçons. Dans un premier temps, les populations n'avaient rien compris. Etc. Ces gens qui ne comprenaient pas tellement. Rien ne s'est passé. Et on était en très bonne entente dans la classe. Et les filles et les garçons, et très souvent, les majors des classes, là, c'était des filles. C'était les premières. Et on les menaçait souvent même. C'était les premières. Donc, tout ce qui s'est fait aujourd'hui a été pensé pendant longtemps par nos premiers dirigeants, et notamment Modibo. 22 septembre 1960, j'avais 16 ans. Pas d'armes, parce que les Touaregs, fidèles à leur coutume, ils emportent tout. Donc, nos anciens combattants qui étaient là ont défilé avec des fusils taillés dans du bois. C'est avec ça qu'ils ont défilé. On n'avait absolument rien. C'est avec le temps que le pays s'est armé. Et si nous assistons à ce que nous voyons aujourd'hui, le Mali a été l'un des pays les mieux armés de l'Afrique de l'Ouest. On a recevé de partout, et notamment des pays de l'Est, de la Chine. Il y avait des manœuvres militaires qui se faisaient ici, au Mali. Et on a vu à Kouchala, eh bien, durant ces manœuvres militaires, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme armement? Des blindés, des sidecars, des motos où il y a un conducteur et il y a l'autre qui est logé dans une caisse et qui a son fusil mitrailleur. On a vu des avions, des hélicos. Alors, un matériel impressionnant qu'on est venu présenter aux populations pour leur dire que le Mali est fort. Et quiconque tentera de nous attaquer, le paiera cher. Bon, ce qui s'est passé après, je ne parlerai pas de cela parce que tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Quel est votre message à l'actuelle jeunesse du Mali pour que vraiment le Mali puisse être encore un pays? Bon, le problème c'est que nous, aux indépendances, Modibo s'est vite rendu compte qu'il fallait une formation idéologique du Malien. Évidemment, on était plus près des pays de l'Est que des pays parce qu'on venait de l'indépendance avec les pays de l'Est, et notamment la France qui nous a colonisés. On en a vu de toutes les couleurs. Donc il fallait penser et agir autrement. C'est ainsi que, moi qui vous parle, j'ai fait l'école de cadre du parti à Sikasso, en scolaire en 1965. Je suis même de la promotion Modibo Keïta. Alors on nous apprenait tout. Et on sortait de cette école fort, cuirassé, blindé. Malheureusement, ces formations n'ont plus cours. C'est une forme de culture. Et quelqu'un l'a dit. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Vous voyez, l'état actuel de nos forces armées, ce n'était pas comme ça. Le Mali était craint. Bon, mais démocratie, on a eu des tas de problèmes. La réflexion mérite d'être faite jusqu'à présent sur ce mot démocratie.
Donc on a fait l'école des cadres, on a été formé idéologiquement. Et Modibo, de temps en temps, envoyait des militaires dans les différents cercles pour une formation paramilitaire. Moi qui vous parle, on a appris à utiliser un fusil mitrailleur, on a appris à manier les mousquetons. Les militaires nous apprenaient à poser des mines, comment lancer la grenade. On l'a fait étant jeune ici. Ah oui, Modibo a fait ça. Et si cela avait continué, eh bien, imaginez le reste. Et c'est ce qui manque. La jeunesse aujourd'hui est orientée vers, d'accord, on ne peut pas refuser la technologie, mais le téléphone et tout son contenu. Vous voyez, les enfants n'ont même plus le temps de causer. D'abord entre eux et avec les parents. Tout le monde est là en train de frotter l'écran. Il paraît qu'en Côte d'Ivoire, la génération actuelle, on les appelle la génération tête baissée. Tout le monde est là et en causant même avec eux, ils ne vous écoutent pas. Et le problème commence à se poser même dans les pays européens. Les enfants sont un peu éloignés de leurs parents. Quand ils reviennent de l'école, de l'université, ils s'enferment dans leur chambre. Là, le téléphone, c'est le compagnon inséparable. Avec ça, je crois qu'on n'apprend rien. Il faut qu'on évite ces pièges-là. Parce que ces trois-là, ils contrôlent tout ce qu'ils font. Hein. Ils peuvent utiliser ça. Et ça se voit. Les questions les plus banales, eh bien, les citoyens lambda n'arrivent pas à trouver la réponse. Ils ne savent pas. Mais demandez le dernier succès, cinématographique ou bien musical, ils vous balancent ça à la minute, ou sinon même à la seconde. Et c'est très grave. C'est très grave. Il faut qu'on retourne un peu. D'après les Bamala disent qu'on forme idéologiquement la jeunesse. Quand Moussa a créé le service national des jeunes, on a pensé que c'était un peu ça. Bon, peut-être que je ne sais pas tellement, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans dans ce service-là, mais en tout cas, Toka Diado. Quel est le message que vous pouvez lancer à toutes les autorités de Koutiala pour que Koutiala puisse encore être une ville voulue de tous ces Bon, je vais citer Babemba Traoré, le résistant. Dans le concert musical qu'a fait l'orchestre de Ségasso à l'époque, j'ai noté cette phrase. Babemba aurait dit ceci: les chemins du devoir et des intérêts ne se croisent qu'exceptionnellement. Ni bika nafa de ni hakli bo fasoko. Ni hakli faso la sanka le tanfla. Chama ba foki ni fantian de bibola. Préférons la pauvreté qu'à l'esclavage. Ça, c'est Goutré l'a dit. Pauvreté qu'a fait Djoyaï. Un exemple. Quand les Japonais ont perdu devant les Américains lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Occidentaux ont eu le dessus grâce aux 2 bombes qui ont été lancées. Les Japonais ont signé la paix. Et au cours de mes lectures, j'ai lu ceci. Les Américains, dans leur politique, voulaient amener le maximum d'adolescents en Amérique. Pourquoi? Pour les acculturer, pour les obliger à être américains à leur manière. Et l'empereur Hirohito, que c'est l'empereur du Japon, à l'époque, quand il a reçu ses enfants qui étaient sur le point d'aller aux États-Unis étudier, il leur a dit: prenez tout ce qu'ils vous disent, mais ne touchez pas à leur culture. Dans mon côté, il et c'est ce que nous vivons. Vous constaterez que les Asiatiques, ils ne laissent pas leur culture. Hein. La bouble, on détourne les côtés. On les suit comme ça, à l'aveuglette. Tout ce qui s'est fait à Paris, à Washington, etc., on essaie de les imiter. Or, il y a ce problème malien qui le dit: il faut rester nègre. Le nègre n'est pas un sauvage. Le nègre a contribué énormément à l'universalité des connaissances de tout. On n'est pas en retard. Seulement ici, il s'agit tout simplement d'une question de vouloir, de conscience. Donc la jeunesse malienne
regardent un peu les rétroviseurs. Que s'est-il passé avant? Et qu'est-ce qui nous empêche de faire comme ces gens qui ont passé et de continuer leur œuvre? Alors, c'est la grande question. Hein. Donc, c'est la responsabilité. Il faut que la jeunesse soit consciente. Il faut que la jeunesse soit consciente. 2 ou 3 ans après les indépendances, la jeunesse malienne a fait des trucs extraordinaires, aussi le plan sportif. On a eu des pilotes très jeunes qui ont été formés en Union soviétique et dans certains pays de l'Est. Et ils se sont avérés être les meilleurs pilotes africains. Preuve, il y a des 1000 preuves. On applaudissait les pilotes maliens chaque fois qu'ils atterrissaient quelque part. Et parmi eux, il y a un de Koutiala, notre grand frère Bakary Ouattara, paix à son âme. Quand il perdait la vie à Tombouctou, il avait 9000 heures de vol. Ça, c'est extraordinaire pour un pilote. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et un message de paix finalement de Mali. Bon, nous vivons des heures difficiles, mais avec l'effort, avec le courage, avec une bonne dose de patriotisme, on viendra à bout de tout ce que nous avons connu, que nous connaissons et que nous connaîtrons. Qu'on a dit bifo, c'est un proverbe malien. Alors tant qu'on s'appesantira sur des trucs de transition, de politique fade, de politique qu'on ne comprend même pas, alors on nous mène une. Je m'adresse particulièrement à ceux-là qu'on dit intellectuels. C'est des intellectuels de poche. Ils ne pensent qu'à eux. Qu'ils fassent un tour du Mali. Koutiala est à 400 km de Bamako. Mais de Bamako à Koutiala, ils verront beaucoup de choses. Ça vaut mieux que lire 1000 fois. Qu'ils bougent. Il y a des citadins, des grandes villes. Je citerai toujours Bamako qui n'ont jamais vu Koutiala. Koutiala n'est qu'à 400 km. À vol d'oiseau, Koutiala est à 270 km de Bamako. Combien de Bamakois ont traversé les pompes pour voir ce qui se passe hors de Bamako? Il y en a très peu. Bamako semble être ce petit manguier qui est en train de cacher les énormes réalités du Mali. C'est un petit manguier. Il faut qu'on pense beaucoup à ce problème. Et je le disais d'ailleurs en plaisantant avec une de mes petites filles, Néné est Fangatambi, capitale de la Fou, Mali Tchangela. Comme ça, pour désengorger un peu Bamako et inciter les Maliens à se promener.